Bon, par exemple, un autre acronyme, c'est le SRAS, c'est quoi? Alors déjà, historiquement, il est apparu à un moment où on avait, j'allais dire, dans le collimateur, le virus de grippe, et en particulier le fameux H5N1 qui avait sévi à Hong Kong. Ce qui fait que quand les Chinois, dans la province de Canton, ont été confrontés avec des pneumopathies, des atteintes respiratoires sévères qui étaient pour certaines d'entre elles mortelles, d'abord, eux ne se sont pas beaucoup affolés. Ils ont même plutôt dénié le phénomène. Et c'est quand c'est arrivé à Hong Kong qu'on s'est posé des questions réelles. Et quand ça s'est un petit peu étendu de Hong Kong à Hanoï en particulier, on a dit, ben voilà, il y a résurgence de la grippe avec des formes graves de la grippe. Et puis, c'est là sûrement l'intérêt des moyens modernes, c'est qu'à partir des prélèvements qui ont pu être faits rapidement, les analyses dans différents laboratoires, la collaboration entre laboratoires, eh bien, on a pu montrer que non seulement ça n'était pas la grippe, mais on avait affaire à un virus qu'on ne connaissait pas, un virus d'une famille qui est connue, les coronavirus, mais dans cette famille, un virus nouveau qui atteignait l'homme et qui était capable de déclencher une pathologie sévère, car en général, les coronavirus, c'est un virus tout à fait banal qui donne des rhumes tout à fait simples et sans conséquences. Et là, on a vu qu'on pouvait trouver un nouveau virus. Alors, comment on a fait pour le contrer, le maîtriser? Alors, la maîtrise du SRAS est aussi un phénomène intéressant à analyser, car le contrôle s'est fait de façon différente selon les zones géographiques. Je crois qu'il faut d'abord dire que de façon très modeste, je crois que la bonne nature a permis de contrôler elle-même le phénomène épidémique. Qu'il y a eu des aides, c'est sûr, et que des mesures ont été prises, par exemple à Hanoï, où le fait que ce soit dans un hôpital que les premiers cas soient apparus, a fait qu'il a été possible d'isoler dans une certaine mesure l'hôpital et d'éviter que d'autres sujets s'infectent et transmettent hors de l'hôpital. Deuxièmement, on s'est aperçu que ce virus se transmettait par un contact extrêmement proche entre les individus, ce qui vous explique que c'était le corps médical qui, premier, était concerné à partir des malades infectés, que c'était surtout les médecins qui s'occupaient très directement des malades en insuffisance respiratoire, en les intubant, en s'occupant d'eux, donc en ne prenant pas les précautions, ils se contaminaient avec du virus, qu'on devenait soi-même malade. Et puis, on s'est aperçu que c'était parfois plus difficile de contrôler les choses. C'est ce qui s'est passé au Canada, à Toronto, où là, l'épidémie a été beaucoup plus délicate à contrôler, qu'à partir de ces structures hospitalières qui étaient contaminées, le fait d'avoir eu à gérer différentes structures, de ne pas avoir pu contrôler le passage d'une structure à une autre, a fait que l'épidémie s'est étendue, qu'il y a eu même plusieurs poussées épidémiques, au moins 2 importantes, avant qu'on arrive à contrôler le phénomène. Il a fait combien de victimes? Finalement, relativement peu, car s'il y avait eu crainte qu'on ait affaire à un phénomène qui s'étende de plus en plus, eh bien, sur le nombre de sujets atteints, il y a eu à peu près entre 900 et 1000 sujets qui en sont décédés. Ce qui est peu. Ce qui fait une mortalité relativement importante, puisqu'elle se situe aux alentours de 9%. Mais ça a été aussi, et ça c'est positif, l'occasion de se poser des questions sur la façon dont on devait appréhender une pathologie infectieuse dans notre siècle qui risquait de devenir un phénomène épidémique, pandémique éventuel. Donc de constituer des moyens de surveillance, des vérifications de transfert de population, des moyens de lutte, et c'est la première étape de mise en place d'un certain nombre de protections avant qu'on arrive à avancer avec la grippe H5N1 qui nous préoccupe aujourd'hui.